Bonjour à tous, c'est Lucie Pacro. Bienvenue sur le podcast Retour à l'instant T, le podcast qui met en lumière vos histoires les plus surprenantes. Bonjour à tous. Chaque semaine, découvrez un nouvel épisode en ligne. D'abord un récit d'aventure immersif, suivi la semaine suivante d'un échange dans lequel vous posez vous-même les questions à mon invité. Après chaque nouveau récit, je vous invite à me poser directement vos questions sur le compte Instagram du podcast, Instant T Podcast. Alors comme promis, voici les réponses de mon invité de la semaine aux questions que vous avez souhaité lui poser. Bonne écoute! Bonjour Elisabeth, je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour ce format questions-réponses des auditeurs. Bonjour Lucie, et moi aussi je suis très contente de te retrouver. Eh bien, donc on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite avec les questions qu'on m'a posées pour toi. Alors, on va commencer par, avant cette expérience, comment as-tu vécu le moment où tu as pris ta décision de partir seule, sans ton mari ? Comment j'ai vécu le moment où j'ai pris... En gros, quand ton mari t'a dit « Bah écoute, pour moi, ça va pas être maintenant, si tu veux, on le fera à la retraite, ce voyage en bateau », et que toi, tu t'es dit « Bah je vais le faire quand même », comment tu t'es sentie, comment t'as vécu ce moment où t'as réalisé que ce serait pas avec lui ? J'ai compris sa décision, j'ai compris comment lui il pouvait ressentir les choses, et je me suis dit, c'est pas grave, je vais monter mon projet. Et c'est là que j'ai commencé à imaginer une transat avec d'autres femmes qui avaient traversé la même épreuve que moi. Je lui en ai parlé, et puis il était un peu là, parce que moi j'ai souvent monté des projets comme ça. Des fois j'ai une idée un peu impulsive, mais je les ai toujours menés du début à la fin, jusqu'au bout. Donc au début il y croyait pas trop, mais je l'ai pas du tout mal pris. Je pouvais comprendre qu'il était dans une autre temporalité. Et le fait qu'il y croit pas trop, peut-être que ça t'a donné encore plus d'élan et pour lui montrer, bah regarde, je vais le mener jusqu'au bout ce projet. Alors, non, je savais qu'il me faisait confiance, qu'il me pensait capable de le faire, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que ça m'a peut-être un peu plus motivée. Je me suis dit, je vais pas attendre dans encore 5, 6, non, 10 ans qu'on puisse faire ce projet. J'y vais. J'avais cette urgence de vivre. Je me disais, à cette époque, je me disais encore, mais on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc, fallait tout de suite agir ici et maintenant. Ok, c'était un élan, c'était une évidence, c'était tout de suite. C'est ça. Alors, ces 8 équipières donc, qui ont fait l'aventure avec toi, donc les 7 autres que toi, certaines, tu ne les connaissais pas avant de faire cette aventure. C'est bien le cas, il y en avait que tu connaissais pas du tout. C'est ça. J'en connaissais 4, mais pas très bien. Et puis, il y en a 4 que je connaissais pas du tout. Moi, je connaissais ma médecin, mais j'avais une relation de patiente à médecin avec elle. Et non, on se connaissait... La moitié, je les connaissais pas. Du coup, la question, c'est comment tu as fait ton choix sur les 4 autres, parce que tu disais qu'il y avait eu beaucoup de demandes. Comment est-ce que tu as sélectionné celles qui allaient rejoindre l'aventure Rose Transat ? J'ai fait confiance à mon intuition. Ça s'est beaucoup fait par le bouche à oreille. Je crois que j'ai parlé de Stéphane, celle qui travaille dans la philanthropie. Donc quand on s'est parlé au téléphone, j'ai tout de suite eu un bon feeling. Et puis là, j'ai eu un élan du cœur. Je lui ai tout de suite proposé. Caroline, elle est arrivée dans le projet, c'était la dernière. On était déjà 7 et c'était un peu l'équipière mystère. On ne savait pas qui c'était. Et il y en a une qui s'était inscrite, qui connaissait une autre que je connaissais, ouais, qui était donc c'est une Nicole, elle était enseignante. Puis celle qui nous a dit, j'ai une collègue très sympa qui sort d'un horrible cancer, je vais lui proposer, elle fait de la voile, elle est géniale cette fille. Donc de nouveau, c'était au feeling, à la confiance. Et qui c'est qu'il y avait encore? Maintenant, je me souviens plus. Voilà, non, c'était un peu au feeling. Francesca, la journaliste, je la connaissais, je l'avais croisée 1 ou 2 fois, mais je la connaissais très très mal. Puis j'avais vraiment envie d'avoir une journaliste à bord, parce que je trouvais sympa que quelqu'un puisse faire un podcast. Alors elle, quand elle est montée, elle m'a dit, mais je te promets pas du tout de faire un podcast, je vais prendre tout mon matériel pour enregistrer, mais je sais pas si y aura un projet au bout de ça. Et là, de nouveau aussi, elle est venue manger à la maison.
On a discuté. Enfin, je les ai toutes rencontrées individuellement. Ça, je l'ai fait. Je trouvais important et je pouvais voir si j'avais le feeling ou pas. Je pouvais aussi comprendre quelle était la motivation des filles. Et c'est sûr, quoi, je crois que comme je suis enseignante de métier, j'ai quand même un bon sens d'animer, de créer une dynamique de groupe. Donc je pense que j'ai cette capacité-là. Et j'ai senti que les filles que j'avais recrutées pourraient bien s'entendre. Et puis ensuite, avant le départ, donc on l'a su quand même une année avant, l'équipage a été constitué quasiment une année avant le départ. On a eu plusieurs réunions d'équipage. Et puis j'ai trouvé important que chacune puisse s'approprier le projet et ait une tâche en particulier à faire à bord. Donc il y en a deux qui s'occupaient de l'avitaillement, il y en a une qui s'occupait des équipements, une justement de la recherche de fonds, etc., etc. C'est toi qui as un petit peu réparti les rôles de chacun ou chacun s'est proposé une mission? C'était en fonction des compétences de chacune et de ses envies. Et ça s'est fait tout naturellement et de façon très fluide. Alors, prochaine question. Est-ce que prendre la mer t'a permis de t'épanouir en tant que femme? Donc c'est dit en tant que femme, mais même en tant que personne, en tant qu'être vivant. Est-ce que ça t'a permis de t'épanouir? Alors j'estime que j'étais déjà une femme épanouie parce que j'ai réalisé tous les rêves que j'avais dans ma vie. C'était un peu la cerise sur le gâteau. Et ça, disons plutôt que ça m'a permis de découvrir une facette de moi qui était un peu dormante en moi, l'amour de la mer, et de la révéler. Parce que depuis Rose Transat, j'ai toujours envie de naviguer, comme je l'ai dit, maintenant on navigue en couple. Et ce projet a permis de révéler mon amour, ma passion de la mer. Quelque chose la mer, je voulais la rencontrer quand j'avais 15 ans et mon père m'avait interdit, je sais plus si je l'ai raconté ou pas, il m'avait interdit de m'acheter un dériveur, il m'avait interdit de participer à un stage en mer. Donc tout d'un coup, j'ai pu explorer cette facette de moi qui était restée dormante. Et si je dis pas de bêtises, tu t'étais repliée sur l'alpinisme. Ça, pour le coup, ça fait plus partie de ta vie aujourd'hui. Disons que j'ai eu quelques petits soucis de santé, des problèmes au dos, des problèmes articulaires. L'alpinisme, j'en ai refait après la naissance de mes enfants à mon retour des États-Unis. Mais l'escalade, si tu la pratiques pas régulièrement, tu perds vite la main. Puis après, il faut faire des choix dans la vie. Je travaillais, on avait une vie très active, je faisais d'autres activités physiques. Et ça demande beaucoup d'engagement, l'alpinisme. Il faut partir le week-end. Il y a aussi beaucoup de risques. J'ai perdu plusieurs amis en montagne. Des amis ont perdu la vie. Et ça m'a pas mal refroidi. Donc, peut-être que je fonctionne comme ça dans la vie. J'ai eu le chapitre alpinisme. Après, il y a eu le chapitre travail, éducation des enfants, projet culturel. Puis maintenant, on est dans le chapitre mer. Et puis reportage. Et du coup, tu avais déjà tes enfants quand tu as fait la transatlantique? Oui, mais ils étaient adultes. Ils avaient passé 30 ans. Eux, ils étaient tout contents pour moi. Et puis, ils ont suivi notre route chaque jour parce qu'on pouvait nous suivre avec une balise sur les écrans. Donc, ils ont bien suivi. Ils m'ont bien soutenu. Ça, c'est chou. Ma fille, elle m'avait même offert un petit porte-bonheur pour partir, un petit caillou justement ramassé à la montagne pour le porte-bonheur pour quand je serai en mer. Parce que elle fait de l'alpinisme du coup? Elle fait de l'alpinisme, mes enfants ils font aussi de la voile tous les deux. Donc ils connaissent un peu les risques que ça implique. Ce goût des grands espaces. Le goût des grands espaces, l'aventure, la liberté, les rencontres, le partage, ça on l'a tous un peu en commun. Et je dirais que mes enfants, ils sont même plus pointus que moi dans le milieu de la voile. Moi, j'aime la voile aventure, la voile découverte, la voile rencontre. Eux, ils aiment ça, mais en plus, ils aiment faire des régates sur le lac Léman. Donc, ils sont meilleurs que moi. Ils savent mieux régler les voiles, ils savent mieux barrer. Bon, parce que tu les as laissés faire depuis qu'ils en ont eu envie dès leur adolescence? Oui, peut-être, oui. Oui, oui. Ils se sont réappropriés ça, parce qu'il y a une phase où ils ne voulaient plus venir avec nous sur le bateau. Et puis, devenus adultes, jeunes adultes, ils s'y sont remis. Et effectivement, ils ont infusé dans ce milieu et maintenant, ils adorent ça. Alors maintenant, j'ai une question sur l'écriture. Donc, tu as écrit ton livre Rose Transat sur le bateau. Donc, la question est, à quoi ressemble l'expérience d'écriture sur un bateau
A-t-on un accès différent à soi-même? Je dirais que c'est extraordinaire. Oui, je crois qu'on est plus dans l'intimité, dans l'intériorité. On est dans la bulle. Déjà, on est bercé par l'océan. Alors, c'est sûr que des fois, il y avait quand même une grosse houle, mais je m'installais sur le pont arrière. Souvent, les filles, elles me laissaient une bonne place. Donc, je te dis, elles ont été extraordinaires. Et puis, je trouve que c'était un environnement vraiment propice à l'écriture, plus introspectif. On ressent tout de façon plus, comment on dit, avec plus d'acuité. Tout est exacerbé, toutes les émotions sont exacerbées. La joie est beaucoup plus forte, la tristesse est plus forte. C'est un peu la vie en condensé sur l'océan. Les coureurs, les coureuses au large là, qui reviennent du Vendée Globe l'ont tous expliqué ce sentiment parce qu'on est proche des éléments, je pense on est plus connecté à l'univers. Donc il y a une sorte de lucidité qui favorise l'écriture. Mais alors attention, il faut quand même que je souligne quelque chose. C'est que moi j'étais déchargée quand j'écrivais des tâches de navigation, des tâches d'intendance. Parce qu'il faut en même temps surveiller la barre, la route, le cap, etc. C'est difficile. Quand je suis avec mon mari, par exemple, j'arrive jamais à écrire quand je navigue, à moins que la mer soit calme. C'est plutôt au port ou au mouillage que je le fais. Là, Rose Transat, c'était spécial, puis j'étais déchargée de toutes les tâches liées à la routine du bateau pendant un certain nombre d'heures, donc je pouvais me concentrer sur l'écriture. Et tu penses que ces émotions exacerbées, c'est lié au fait qu'il n'y ait pas de distraction, qu'on soit juste, il y a de l'eau, bon, il y avait quand même cette autre personne, mais le fait d'être déconnecté? Alors oui, le fait d'être déconnecté et peut-être de prendre conscience de toute la chance qu'on a quand on est à terre, d'être entouré de gens qu'on aime, de gens qui nous aiment en retour, d'avoir du confort, pouvoir prendre une douche quand on veut, avoir de l'eau chaude en continu. Et tous ces petits riens, toutes ces petites choses qui paraissent des évidences, des dus, on se rend compte qu'elles sont précieuses parce qu'elles nous manquent. Enfin, elles m'ont pas manqué pendant 3 semaines, mais que le confort est différent à bord. Et puis le fait d'être loin des fois de ceux qu'on aime, nous fait prendre conscience qu'ils sont vraiment précieux pour nous. Donc on a du recul et donc je pense que cet aspect-là, l'éloignement rend tout le reste très présent. Est-ce que tu sens que tu inspires d'autres femmes à réaliser leurs rêves? Je crois, alors c'est peut-être pas très modeste de le dire, mais c'est la question, dis-le. Je le dis, mais j'ai toujours une capacité. C'est vrai que je suis allée au bout de toutes mes envies, au bout de tous mes rêves. Bon, là, j'aurais bien un rêve, mais là, il n'est pas réaliste. Je dois faire face à mes limites physiques. Si j'avais 20 ans, je me lancerais dans une mini transat, par exemple. Oh oh, c'était dans les questions qui arrivaient, tes prochains rêves. Oui, mais là, j'oublie parce que j'ai des problèmes aux genoux et voilà, ça c'est pas imaginable. Mais ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a beaucoup de femmes suite à Rose Transat, puis d'autres projets que j'ai menés, mais là, en particulier Rose Transat, qui ont rêvé. Alors, il n'y a pas que moi qui les ai fait rêver. C'est notre équipage d'être ces 8 femmes à bord, d'avoir beaucoup de joie. Elles ont regardé nos capsules vidéo. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes maintenant, dans la région lémanique où je vis, qui ont envie de vivre la même chose, de vivre une transatlantique à la voile. Et par exemple, j'ai lancé un nouveau projet qui n'a rien à voir avec Rose Transat, mais je voulais un projet qui ne soit plus lié au cancer. Parce que maintenant, j'ai besoin de passer à autre chose. J'ai adoré naviguer entre femmes et j'ai lancé un projet qui s'appelle l'Odyssée des Marines. Alors, s'il y a des personnes qui nous entendent, qui nous écoutent, qui sont intéressées, sachez qu'il y aurait encore quelques places à bord. Alors, c'est sûr, faut payer sa place à bord, mais l'idée, c'est de partir en flottille depuis le sud de la France, naviguer 5 jours en flottille. Pour le moment, on est 2 bateaux. J'aimerais bien qu'il y en ait 3, 4. En équipage féminin et encadré par une skipper. Mais c'est nous, c'est les équipages à bord qui skipperaient. Donc les femmes qui se sont inscrites vont skipper les bateaux, faire aller les bateaux. Ok, et c'est quoi le trajet du coup, au sud de la France? C'est partir de Port-Pin-Roland, d'aller sur vers la presqu'île de Hyères. Et puis d'aller Porquerolles, les îles du Levant, voilà, faire un tour là, mais ça dépendra aussi
la météo, des vents, mais c'est un circuit de 5 jours dans cette région-là. Et dont tu participeras? Alors bien sûr, je vais participer. Il y a plusieurs personnes qui ont ensuite suivi des cours Rose Transat sur l'arc lémanique qui sont inscrites. Donc si tu veux, dans mon réseau, il y a eu beaucoup d'engouement pour ce projet. Il y a déjà 10 personnes qui sont inscrites. J'ai pas fait de pub encore sur les réseaux sociaux en particulier, mais je pense que c'est quand même un peu lié à Rose Transat. Donc finalement, le projet Rose Transat a une suite, même s'il se détache du cancer, il y a une suite qui est sur les femmes à la voile, quoi. Oui, c'est ça. Il y a une petite communauté qui s'est créée autour de Rose Transat, puis maintenant il y a d'autres femmes comme moi qui veulent prendre leur distance, ne plus penser au cancer. Et puis je crois qu'il y a un besoin parmi les femmes navigatrices en général de naviguer entre consoeurs, parce qu'on trouve une sororité et peut-être une dynamique qu'il n'y a pas quand on navigue en équipage mixte. Et ça, je constate que ça répond à un besoin. Et puis peut-être aussi, c'est un espace de liberté. Moi, personnellement, la voile, ça m'a permis un peu de m'émanciper, de me faire un peu plus confiance, même si c'est pas encore gagné, hein. Alors oui, j'ai un rêve. Des fois, j'aimerais bien être capable de partir une fois toute seule, en solo, sur un voilier, pendant 2 ou 3 jours. Sur le lac, j'ai déjà fait. Mais en mer, j'aimerais bien pouvoir être capable de le faire en mer, mais ça me fait peur. Et est-ce que tu comptes te mettre sur le chemin de cette réalisation ou pas immédiatement? Peut-être un jour, mais de nouveau, ça dépend aussi de ma forme physique. Comme je dis, j'ai eu un accident une fois, je me suis fracturé le bassin à ski. Donc j'ai plus l'agilité que j'avais même il y a 5 ans en arrière. Donc je veux pas me mettre en danger ou dans une mauvaise posture. Donc c'est pas grave si je peux pas le faire. Ce que je vis avec mon mari, c'est extraordinaire aussi. Tu l'avais demandé à l'univers en plus. Je l'avais demandé à l'univers, oui. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que quand on croit en un projet, quand on a un rêve, en général, si on est dans le juste, dans le vrai, les planètes s'alignent et puis le chemin est fluide. Et quand des portes se ferment, c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné, je me suis dit, c'est pas le bon chemin, c'est pas grave, tu trouveras une autre solution. Est-ce que tu as lu L'Alchimiste de Paulo Coelho? Oui, bien sûr. Est-ce que ça fait écho à cette idée de vivre sa légende personnelle? Totalement. Et où une fois que tu sais ce que tu veux, tout l'univers s'aligne pour te permettre de l'atteindre. Totalement. Du reste, j'en parle dans le livre Rose Transat. Ah bah. Vous voyez. Et puis j'en ai souvent parlé avec mes élèves, c'est un livre que je recommandais à mes élèves. Je crois qu'on est tous faits pour quelque chose, on a tous et toute une légende personnelle à réaliser, mais des fois on la connaît pas. Quand on a 20 ans, on sait pas quelle elle est. Et des fois, on met une vie à réaliser ce pourquoi on est fait. Et toi, t'es faite pour quoi? Alors moi, je pense que oui, j'aime bien monter des projets comme ça, des projets où j'ai besoin d'être dans la nature, connectée à l'univers, aux animaux, à l'environnement extérieur. J'aime la nature sauvage, et puis j'aime bien écrire. J'ai besoin souvent de raconter ce que je vis, aussi de militer, parce que je me suis aussi beaucoup engagée pour les droits humains. Beau projet de vie. Oui, totalement. Bon, ma vie, elle est déjà bien avancée, mais oui, c'est des beaux projets. Alors, je reprends la petite liste de questions. Est-ce que donc cette aventure complète de tout ce que tu nous racontes dans le podcast, elle t'a permis de te révéler un peu plus? Et est-ce qu'il y a une Elisabeth avant et après le projet? C'est un peu compliqué cette question, parce que l'Elisabeth d'après le projet, c'est tu vas pas attendre encore 2 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans pour réaliser tes nouveaux projets. Si te tiennent à cœur, tu vas les faire tout de suite. Ça c'est ma nouvelle réalité. Parce que j'ai réalisé que la vie était courte, et éphémère, on sait jamais de quoi demain sera fait, ce qui peut nous arriver. C'est ça qui a changé. Le reste, non. J'en avais déjà monté pas mal de projets depuis quelques années. Ouais. Et du coup, pour finir, c'est quoi tes projets ou tes rêves que tu as en ce moment et que tu commences à envisager, à réaliser? Comme je disais, je crois que mes rêves, je les ai tous réalisés et j'ai la chance d'avoir quand même certaines compétences maintenant. Donc il y a ce projet, l'Odyssée des marines, je suis en train de monter, j'ai envie de continuer à naviguer avec mon mari, ce qu'on va faire.
Et puis oui, la nouvelle chose, c'est comme toi, là maintenant je me suis lancée dans le monde des podcasts et de documentaires radiophoniques. Et j'adore ça. Ça c'est ce que j'ai envie de continuer à faire. Par exemple, là je suis en train d'en préparer un sur la parentalité chez celles et ceux qui font de la course au large. Donc, je suis allée au départ du Vendée Globe, à l'arrivée du Vendée Globe, et j'ai pu interviewer plusieurs navigateurs et navigatrices, et j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc Clarisse et Tanguy. Clarisse et Tanguy, Alan Roura et Aurélia Roura-Moreau sont sa compagne, enfin sa femme. Direct Soudé. Et puis, Jean Le Cam, mais voilà, un petit peu. Et qui c'est que j'ai rencontré? Élodie Jeanne Métro, elle qui fait de la course, c'est la sœur de Justine Métro, qui était 8e du Vendée Globe, mais Élodie Jeanne Métro, elle navigue sur des multicoques. Et elle a beaucoup de beaux projets, et elle est maman. Et on va voir ça. Alors ça va être diffusé sur la radio suisse romande dans le courant du printemps, je pense dans le courant du mois de mai. Et tu comptes le diffuser sur des plateformes ou en ligne pour ceux qui ne sont pas suisses? Alors ce sera broadcasté, c'est-à-dire que ce sera diffusé sur le site, on le trouvera en ligne sur le site de la radio suisse romande et n'importe qui y a accès, même de l'étranger. Donc ce sera un podcast qu'on pourra écouter quand on va sur le site de la radio suisse romande, puis je le mettrai sur mes réseaux. Super, on te suivra activement. Super, merci. Pour savoir tout ce qui se passe. Mais je voulais peut-être encore rajouter quelque chose parce que tu me demandais quels étaient mes rêves. Avec plaisir. Mes rêves, c'est que mes enfants, c'est ça qui me tient le plus à cœur, c'est qu'ils trouvent leur voie dans la vie. Donc c'est ça mes rêves le plus chers pour le moment. Parce que c'est souvent ça, les parents, quand on voit nos enfants heureux, nous on est aussi heureux. Voilà. Donc pour moi c'est ça qui compte le plus pour le moment, c'est que même mes enfants, mon entourage, mes amis, ma famille soient heureux. Je dirais que c'est ça la priorité maintenant dans ma vie. Un peu de voile et beaucoup d'amour. C'est ça, ouais, voilà, c'est joli, c'est bien résumé. Écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose que tu veux partager spontanément? Peut-être notre devise sur Rose Transat, c'était ose. Allez, osez vivre vos rêves. Alors, c'est toujours facile de dire ça quand on est en bonne santé. Parce que suivant notre état de santé, suivant ce qu'on vit dans la vie, c'est pas toujours simple. Mais si on le peut, ça peut même être des tout petits rêves, hein. Aller faire une balade en forêt, après si on perd notre mobilité, ça peut être quelque chose de tout simple. Donc il n'y a pas besoin que ce soit des choses extraordinaires. Et tu parles d'être en bonne santé, mais toi finalement c'est au moment où tu t'es trouvé en mauvaise santé que là tu as eu cet élan de te dire maintenant je vais oser et maintenant je vais faire ce que j'ai envie de faire depuis que j'ai 15 ans. Mais oui, mais parce que quand on est en bonne santé, on pense que c'est acquis, mais c'est pas du tout acquis. Et on réalise pas le privilège qu'on a de pouvoir même marcher, aller prendre le bus, même aller travailler. Des fois on râle, qu'on se dit il faut aller bosser, j'ai pas envie, mince. Mais c'est un privilège, Et j'ai pu encore le constater quand je me suis retrouvée à l'hôpital suite à mon accident de ski, où je me suis fracturé le bassin et pendant 10 jours j'étais dans un lit avec des douleurs épouvantables. Et même se déplacer pour aller aux toilettes, c'est déjà extraordinaire d'être autonome, de pouvoir être autonome. C'était il y a combien de temps ça? C'était il y a longtemps? C'était il y a 2 ans. Ah oui? Oui, je les ai un peu alignés là. Parce que ce qui se passe aussi, c'est que moi j'ai beaucoup d'envie dans ma tête et j'oublie que j'ai le corps qui va avec mon âge. Donc il faut peut-être un peu se calmer, être un peu plus raisonnable à partir d'un certain âge. Parce que comme tu l'as dit, si je m'écoutais, j'irais faire une mini transat, j'irais faire de l'escalade encore. Mais il y a des choses que je peux plus faire comme avant. Il a quel âge, Jean Le Cam? Oui, alors Jean Le Cam, il a navigué toute sa vie. Hein. Lui, il est incroyable. Je sais pas comment il fait. 65, 66 ans. Il a 1 année ou 2 ans de plus que moi. Il est incroyable. Ouais, c'est pas mal. C'est bien d'avoir des modèles aussi comme ça pour montrer que... en effet, il faut aussi écouter son corps, mais qu'il n'y a pas d'âge pour rêver. Il y a aussi l'exemple, maintenant j'ai oublié son nom, une femme qui a 70 ans a pris la mer. Elle avait navigué pendant 20 ans avec son mari autour du monde. Et quand il est décédé, elle l'a tellement mal supporté le décès de son mari, qu'elle est partie sur son bateau faire le tour du monde en seul eau, mais elle avait passé 70 ans. Waouh!
Donc c'est impressionnant. Ça, tu retrouves hein, sur Internet, là, si tu veux trouver le nom. Une Suissesse? Non, 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 c'était une Anglaise ou une Australienne, je sais plus quelle nationalité. Pour dire que tout est possible, mais après, il faut aménager son bateau, peut-être de façon ergonomique. Il faut faire quelques aménagements quand on vieillit. Et puis c'est sûr que si on a navigué pendant 20 ans, 25 ans, en mer, c'est plus simple de partir même en seul ou à 70 ans que si on a très peu navigué. Donc oser et rêver. C'est ça, osez vivre vos rêves. Et ben merci beaucoup, ce sera le mot de la fin de cet épisode. Merci Lucie. Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer le prochain et rendez-vous chaque lundi pour une nouvelle aventure à la voile.